Je m'appelle Tiago Rodrigues pour les Français. Si je le dis avec l'accent portugais, c'est Tiago Rodrigues. Mais je suis tout à fait OK avec Tiago Rodrigues. En travaillant maintenant à la Comédie Française, je suis metteur en scène, auteur et je dirige aussi le Festival d'Avignon. J'étais très surpris d'être à un moment donné contacté par Éric Ruff, qui me sollicitait pour boire un café. Et évidemment, j'étais ravi de le rencontrer. Ce café servait à me dire que la Comédie Française serait intéressée à éventuellement que je dirige une pièce avec la troupe et que je propose une idée et d'entamer un dialogue. Et ça m'a énormément honoré et aussi mis de la pression, mais une pression qui me passionne parce que ça ouvre de nouvelles perspectives. La troupe du Français est une troupe pas seulement merveilleuse, il faut pas, c'est pas moi qui vais faire l'éloge déjà complètement élargi de la qualité et de l'importance de cette troupe, mais pour moi c'était aussi l'opportunité de pratiquer mon théâtre s'il existe, mais des principes que j'ai d'écrire pour les acteurs, de penser la pièce d'une façon plutôt démocratique, avec beaucoup de participation de tout le monde, en essayant aussi de répondre à des désirs, à des urgences de chaque des personnes, comédiennes, comédiens, mais aussi artistes, techniciens qui sont autour d'un projet. Et le faire dans une maison, dans une famille de théâtre, avec tellement d'histoires, d'expériences, de diversité et d'ouverture au monde, car je pense qu'à la Comédie Française, le patrimoine de l'histoire ne sont pas un poids lourd, mais un tremplin vers le monde et l'avenir. C'était pour moi un grand privilège. Et peu à peu, on a commencé à parler. Il y a eu une première date prévue. Après, je postulais au Festival d'Avignon et même si j'étais pas sûr de mes chances ou d'être pris au sérieux comme candidat, j'ai quand même prévenu la Comédie Française que si jamais j'étais choisi pour le Festival d'Avignon, je préférerais ne pas faire la création pendant ma première année au festival parce que je voudrais être disponible plutôt pour les angoisses collectives que mes inquiétudes individuelles d'artiste, mais que après quelques dialogues, on a compris que ça pourrait être intéressant que pour un Portugais qui arrive à la tête du Festival d'Avignon, sa première création au festival se fasse avec la Comédie Française. Ça raconte aussi une idée de culture ouverte au monde et à l'Europe qui existe en France et pour laquelle je veux aussi me battre. Quand finalement, j'étais contre mes attentes choisies pour diriger le Festival d'Avignon, on a mis en place cette vision-là et c'est ça qu'on va faire. On répète ici à la Comédie Française. Après, on terminera les répétitions des cubes déjà au Festival d'Avignon, à la Carrière de Boulbon, où on présentera le spectacle qui après part en tournée européenne et reviendra à la salle Richelieu en mai 25. J'avais déjà dans d'autres pièces que j'avais fait par le passé, fait cet exercice de mélanger mon écriture à d'autres écritures ou alors de réécrire ou d'écrire entre les lignes ou d'écrire à côté d'autres auteurs et d'autres écritures tout en mélangeant, c'est vrai, le quotidien avec le fictionnel, le documentaire avec le poétique et dans ce cas-là, c'était le fait que je travaillais à Genève il y a 2 ans et tandis que je répétais une pièce qui s'appelle Dans la mesure de l'impossible, il y a un scandale qui s'appelle l'affaire de Mancy, de maltraitance d'enfants autistes qui est devenu public à Genève et j'ai pu observer de proche et même contacter avec quelques personnes qui étaient liées à ce scandale et notamment une actrice. Et à ce moment-là, j'étais très touché par le fait que, même si je le savais déjà, mais pour le fait d'observer comment une tragédie ou un drame grave dans la vie quotidienne d'une actrice peut s'entremêler avec la fiction qu'elle joue ou qu'elle répète au théâtre. Et ça, c'était un peu le déclencheur pour moi je voudrais bien traiter cette chose-là, mais ce n'était pas tellement de faire une pièce sur le théâtre, mais sur la façon dont quelqu'un qui fait du théâtre est traversé par ce théâtre dans sa vie quotidienne et vice-versa. Après, j'ai recherché d'autres malheureux cas de maltraitance, pas seulement d'enfants autistes, mais de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées en EHPAD, surtout de cas où il y avait une dépendance du collectif, de la société, de l'État, et dans des sociétés plutôt développées comme
ça peut être la France, le Portugal ou la Suisse, où il y a l'accès aux droits essentiels, aux libertés et biens essentiels. On peut encore, en tant que société, nous organiser d'une façon où on néglige complètement les plus vulnérables, qui ont absolument besoin de privilèges, eux. Et c'était un peu poussé par ces recherches-là que je me suis dit que ça serait intéressant, parce que parfois, dans une société très polarisée, où il y a beaucoup de démagogie et populisme, on oppose voilà, les personnes qui ont besoin de choses essentielles à l'accès à la culture, comme si c'était des choses incompatibles. Je me suis dit que ça serait intéressant de traiter cette chose mélangeant le théâtre et ce que je vais appeler entre guillemets la vie, parce que je ne crois pas que le théâtre n'est pas la vie, au contraire, je pense que le théâtre est de la vie avec beaucoup, très souligné et avec beaucoup de points d'exclamation, mais le théâtre est le quotidien, disons, et le mélanger à travers la vie d'une comédienne qui s'appelle Nadia et qui est en train de, au théâtre, répéter Écube d'Euripide, une reine devenue esclave après la chute de Troie qui exige justice pour l'assassinat de son enfant, et cette même comédienne dans sa vie qui porte plainte pour maltraitance de son enfant autiste dans un foyer, une maison d'accueil de l'État auquel elle avait confié son enfant pour être accompagné. Et ces allers-retours sont aussi une enquête sur qu'est-ce qui peut le théâtre dans nos vies, qu'est-ce qui peut le théâtre dans la société, et qu'est-ce que la vie fait au théâtre. Et toujours cette question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est encore d'actualité de faire Écube d'Euripide? Et je trouve toujours une question un peu bête. Moi, je trouve que la question est-ce que quand on regarde le monde à travers Écube d'Euripide, le monde a du sens? Moi, je suis le type d'artiste qui arrive avec 3-4 idées, pas grand-chose, et fait confiance au collectif et au fait que quand on est entouré de gens qui sont plus talentueux, plus brillants et plus expérimentés que nous, ou que moi, les choses vont bien se passer. Alors je suis arrivé avec cette idée pour notre premier rendez-vous avec les comédiens, avec l'équipe artistique, avec l'équipe technique. J'ai partagé ces idées-là et j'ai dit je suis prêt à écrire et à échanger à propos, mais il y a une partie de recherche et aussi tempête d'idées, échange ensemble, qui fait que je prends énormément de notes et à un moment donné, je ne sais plus qui a dit quoi, etc. Tout commence à se mélanger dans une espèce de cocktail d'idées qui après va être décliné en tentative pour la scène, à laquelle se rajoutent de nouvelles idées qui ne sont plus peut-être sur le concept, mais commencent à être sur comment construire un récit à partir de ce concept. Et à partir de là, quels sont les personnages qui peuvent émerger? Ça, c'est une question que je pose aussi aux comédiens. Et après, il y a une recherche effectivement collective qui nous amène à des chemins. Et après, comment tracer, comment traverser ces chemins-là. Et à chaque choix, il y a des couches d'idées que se rajoutent, mais c'est effectivement un travail qui n'est pas de construire un spectacle pour accomplir un rêve que moi j'avais déjà. Au contraire, j'ai un point de départ. Moi, je n'ai pas d'image du spectacle avant très proche de la première. Au début des répétitions, j'ai aucune idée à quoi ça va rassembler, même s'il y a quelques choix qui commencent à devoir se faire. Et c'est ces choix qui obligent à une espèce de grammaire visuelle, physique, littéraire du spectacle qui commence à se développer. Moi, j'ai juste le rêve de répéter aujourd'hui et de voir ce qui arrive. Habituellement, je écris la pièce jusqu'à très tard dans le processus de travail et j'écris pendant les répétitions et j'essaie d'écrire sur mesure pour pas seulement chaque comédienne-comédien, mais pour chaque personne, chaque vision du monde, chaque personnalité, chaque sensibilité aussi. Et c'est un peu comme un roman épistolaire, c'est comme des lettres d'amour. Moi, j'écris une scène, je l'amène à la salle de répétition. Dans le cas de ce spectacle, Écube, pas Écube, j'écris en portugais, comme toujours. Parce qu'en portugais, si je fais des erreurs, c'est que j'ai choisi de les faire. Alors, en portugais, je sais les règles suffisamment pour pouvoir ne pas les respecter. En français, je fais juste des erreurs. Il y a Thomas Rezendes, traducteur, et Sophie Bricker, assistante à la mise en scène, qui font un peu la validation du voyage de mon portugais au français. On arrive à la salle de répétition et avec la troupe, on lit.
Et la façon dont ils lisent, dont ils réagissent, dont ils commentent, ou dont ils essayent quelque chose déjà avec le texte, c'est leur réponse, c'est leur lettre d'amour de réponse à la mienne. Et parfois c'est mutuel, parfois c'est pas mutuel. Et ça m'oblige à réécrire ma lettre d'amour pour que ça devienne mutuel. Et quand c'est mutuel, ça me permet d'avancer vers la prochaine scène. Et c'est un peu comme ça, c'est par des couches. Il y a un moment où quelques scènes sont déjà presque prêtes à jouer face à un public, alors qu'il y en a d'autres qui ne sont même pas écrites encore. Alors faire ce type de travail avec la troupe du Français, et particulièrement cette distribution, c'est le faire avec un groupe de personnes qui a une grande diversité d'expériences, mais beaucoup d'expériences ensemble. Et ça, c'est très intéressant. C'est des comédiennes et comédiens très différents alors qu'ils sont en vrai ensemble et ils deviennent un vrai collectif. Et c'est pour ça que je défends aussi beaucoup ce type de maison, d'ensemble, de troupes, d'acteurs permanents, parce qu'il y a un théâtre qui ne peut pas se faire sinon comme ça. J'aime beaucoup être, chaque fois que je suis en train de faire une pièce, dans la place aussi de l'apprenti qui est en train de faire quelque chose qu'il n'est pas sûr d'être capable de faire. Et là, j'apprends énormément. Je ne sais pas si la pièce sera réussie, mais ce que j'ai appris déjà, ça va me marquer pendant beaucoup d'années. Ça va beaucoup influencer la façon dont je travaille. Si tout se passe bien, le titre a une lecture avant la pièce et une autre après. C'est ça que j'aime dans ce titre qu'on a trouvé ensemble. Jusqu'à très tard, c'était Écube. Et on savait bien que c'était un titre de travail parce que l'appeler Écube, ça serait le malentendu de « Ah, c'est l'Écube d'Euripide » ou alors c'est une réécriture d'Écube, alors que ce n'est pas une réécriture d'Écube, c'est une pièce originale où il y a des fragments d'Écube d'Euripide parce que dans cette pièce originale, le rôle principal est une actrice qui joue Écube au théâtre. C'est Écube parce qu'on voit des morceaux d'Écube. Et on voit comment cette femme, dans sa vie quotidienne, est aussi un peu Écube, mais quand même, c'est pas Écube parce que c'est pas la pièce Écube d'Euripide, et elle n'est pas vraiment Écube. Mais c'est une pièce sur les allers-retours de cette femme. Alors, parfois elle est Écube, parfois elle n'est pas Écube, et voilà. Et ça nous a paru une justification suffisamment claire pour quelqu'un qui dit c'est quoi ce spectacle, Écube, pas Écube. Ils lisent, ah ouais, elle est Écube, mais pas Écube, ok. Je pense que tourner est toujours une des aventures les plus belles du théâtre. Moi, je crois et j'aime beaucoup cette idée d'un théâtre nomade, soit quand on est en compagnie et on tourne avec, comme je l'ai souvent fait et fait parfois encore, avec une petite valise où est tout le décor, ou alors avec la troupe du Français et un décor qui a une statue, etc. Mais essayer de maintenir cette capacité de faire un théâtre qui visite le monde, avec les enjeux évidemment de responsabilité écologique dans la façon de dessiner les tournées, de récupérer des matériaux, de choisir la mobilité dans cette tournée. C'est quelque chose qui me passionne personnellement et c'est pourquoi j'étais très heureux quand la Comédie Française a décidé de commencer à construire une tournée européenne qui est devenue très importante, qui passe plusieurs pays. Après le Festival d'Avignon, on sera à Épidore, qui sera quand même un événement jusqu'au retour, même un peu de tournée aussi pour finalement une première parisienne à la salle Richelieu. Et je pense que c'est quelque chose qui va quand même d'un côté exiger une capacité de rapport à des différents publics, ce qui est, je pense, un défi très intéressant pour ce spectacle et qui est inscrit dans mon code génétique d'artiste. Voilà, je suis un Portugais qui est maintenant à la coupole de la Comédie Française en parlant du spectacle qu'il fait avec la troupe du Français. C'est l'idée de faire un théâtre qui traverse frontières ou qui habite la frontière parfois m'intéresse beaucoup. Mais d'un autre côté, je pense que ça va énormément bénéficier le public parisien de la salle Richelieu qui va trouver un spectacle Écube, pas Écube, qui a traversé des forêts de tout type et qui arrive avec une vie vécue de rapport au public aussi quand il se présente ici à Paris. Et dans ce sens-là, je pense que le voyage sera... C'est le ou la voyage? Le voyage?
Ah, mais je trouve plus beau la voyage. Je vais dire la voyage. La voyage, elle sera belle, mais le retour, il sera aussi très très fort, je pense.